Amis Mistraliennes, Mistraliens, bonsoir, c'est Josh, bienvenue dans Mistralement Nôtre. Avant de revenir sur les épisodes de la semaine, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous plaignez vraiment ce pauvre lieutenant Bauer qui se fait marcher dessus par sa belle-mère? Il est lieutenant depuis 10 ans et il vit toujours avec sa fille dans un studio d'étudiants. Est-ce qu'il ne tend pas un peu la matraque pour se faire battre là? Ils ont fait le grand saut, ils ont déployé leurs ailes, ils ont connu le grand frisson. Ce qui devait arriver arriva, puisqu'il a été décidé de ne pas faire sauter les couples ensemble. Baptiste n'a jamais été aussi OK pour laisser César passer du temps avec Emma et se rapprocher de Barbara par la même occasion. Ainsi, les quatre amis connaissent une troisième expérience et l'absence de Maxime est vite évacuée. Si dans la réalité il a été engravié vivant par Camille et Jacob, sa remplaçante ne s'émeut pas beaucoup de son départ puisque officieusement il a démissionné par texto, et oui, pour rallier un nouveau poste à Hawaï. A l'évidence, les moniteurs de parachute n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un emploi car des places se libèrent même s'il faut un petit coup de pouce du destin, mais sinon tout se passe bien pour eux. Cela dit, les quatre amateurs n'y gagnent pas au change car Baptiste perd le contrôle de son parachute en plein vol et tel un pantin désarticulé dans les airs, il voit sa vie défiler sous ses yeux, son gamin, sa femme, ses deux papas, sa sœur Thérèse, oui aussi. Il devait lui trouver une coquette somme, rappelez-vous, pour lui payer l'avocat, mais la sœurette attendra. Ce presque drame pourrait calmer ses ardeurs, presque drame car un miracle se produit quand Barbara vient à la rencontre de son nouveau prince charmant pour lui agripper le bras et le sauver d'une mort certaine. Quoi qu'il en soit, cet incident ne perturbe pas vraiment la monitrice, elle est même à deux doigts d'engueuler Baptiste parce qu'il a paniqué et qu'il n'a pas eu les bons réflexes. Baptiste, il décolle un peu, il était juste en train de filer à la vitesse d'un TGV au sol, pourquoi paniquer pour si peu? Mistralienne, Mistralien, je vous vois venir, vous allez critiquer le manque de réalisme de PBLV avec ce sauvetage saugrenu. Ne vous y méprenez pas, le feuilleton s'est inspiré d'une des plus célèbres sagas du 7e art et qui va faire prochainement l'actualité de nouveau. Vous pensez qu'il était en représentation sous le chapiteau là? Oubliez cette question. Baptiste sauvé donc, au sol, Barbara et lui-même échangent un premier baiser et celui-ci ne tarde pas à perturber les deux futurs amants. La cuisinière donne rendez-vous au miraculé désert et puis bon, pour la discrétion on repassera parce que sur place, le viril Baptiste la soulève sur le capot et il se passe, vous savez quoi. Cela annonce des prochains jours agités car César vend la mèche tout de suite à Emma tandis que Baptiste a plus de courage pour avouer son infidélité à son ami Kevin qu'à sa propre femme. C'est allé quand même vite en besogne car les premiers signes de rapprochement entre ces deux-là datent d'environ 2 semaines, à voir si cela tiendra sur la durée, mais ce n'est pas sûr du tout. En général, on ne précipite pas autant les choses quand on veut bâtir une histoire solide. Et tant que j'y suis, rendez-vous au Mistral perdant de la semaine car ce résultat me laisse un goût d'inachevé et vous allez comprendre pourquoi. Pour l'instant, aucun lien direct avec l'intrigue relatée à l'instant, mais ça ne saurait tarder. Camille et Jacob cherchent à connaître l'identité du maître chanteur et on parsème quelques cailloux pour nous mener sur telle ou telle piste. César apparaît comme un suspect idéal car la disparition de Maxime a priori lui est bénéfique. D'ailleurs, César n'a jamais été aussi bienveillant du temps où Emma était escorte. Donc le voir lié à la mort d'un ancien client devenu gênant n'est pas une idée saugrenue. Et qui sait, il a peut-être trafiqué le parachute de Baptiste. Je n'espère pas qu'on aura le droit à ce scénario car les scènes plus légères entre César et Baptiste pour leur business ont été très agréables à suivre, mais il y a fort à parier que le maître chanteur est aussi responsable de l'incident de Baptiste. Et les hypothèses, ou du moins la liste des suspects, n'est pas si nombreuse que ça. Mais puisqu'il n'y a pas de lien, encore évoquons cette relation qui se construit petit à petit entre Kevin et Camille, missionné par Nebou. Ouais, on va trouver un autre mot, sinon quelques esprits tordus vont ressortir. Maintenant c'est Uriel. Chargé par Nebou, mandaté par Nebou de se rapprocher de Camille pour mettre la main sur Jacob,
Le frère d'Emma se rapproche dangereusement de l'adolescente, toujours fragile bien qu'elle montre un caractère de plus en plus trempé car elle résiste dorénavant aux invectives de son mentor. Mais voilà, Camille est totalement accro à Kevin, elle s'acharne sur son cahier pour inscrire le prénom de celui qu'elle porte dans son cœur, un autre bel hommage au 7e art. Jacob, lui, est jaloux, suspicieux, il somme sa protégée de ne pas fréquenter Kevin car tous les hommes portent le vice en eux et il le prévient, il supprimera le fils de Laetitia s'il cause du tort à Camille. Émilie, elle, est secrètement pourchassée par Camille qui se renseigne à son sujet. Elle voit ses réseaux sociaux et tombe sur une série de photos. Il y en a une où elle fait un selfie avec Olive et Muriel avec le hashtag TeamSect. Bon, les deux ont été désidentifiés depuis, mais cette photo, contrairement à la vidéo que vous visionnez, a le droit à beaucoup plus de likes. J'aimerais bien battre cette publication. Et quelques fans se sont aussi abonnés à la page fan club de Muriel. J'attends. Dans toute cette histoire, je pense à Emma. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas irréprochable, mais pensez quand même au sac de merde qu'elle va devoir s'essuyer. Son mec l'a trahi avec sa nouvelle amie, sa sœur l'a trahi en fréquentant Jacob et en tuant des gens, son meilleur ami l'a trahi en jouant avec les sentiments de sa sœur. Ah, et elle ignore aussi que sa mère a été assassinée il y a quelques semaines. Ah, lui, il l'a marabouté, c'est sûr et certain. On a tous raconté nos meilleures blagues sur les belles-mères. Des plus gentillettes aux plus sordides. Tiens, dans la première catégorie, on a celle-là. Comment il faut considérer une belle-mère? Comme une étoile, on peut l'admirer, mais de loin. Elle est gentille. Dans une toute autre ambiance, c'est un gars qui va faire les courses avec sa belle-mère au supermarché, pas super ravi d'être là, mais pas le choix. Et au rayon vaisselle, la belle-mère, boum, elle fait une boulette, elle casse un vase. Mais elle recolle les morceaux, elle les met dans le caddie. Alors le gendre, il s'étonne, il lui fait « Mais belle-mère, pourquoi vous mettez les morceaux dans votre caddie? Personne n'a rien vu. » Et la belle-mère, elle répond « Moi, quand je casse, je paye. » Et alors il réplique « Bon bah alors, je vais demander à une vendeuse s'il y a un rayon couilles, vous pourrez peut-être m'en offrir une nouvelle paire. » Tout ça pour dire que Bauer choisirait plutôt la deuxième catégorie de blagues s'il devait évoquer une Babette qui ne lâche plus son appartement. À présent qu'elle s'est réconciliée avec Léa, Babette enfonce le clou, mais elle ne se rend pas compte que sa fille se victimise en permanence, obscurcissant tous ses souvenirs d'enfance pour faire culpabiliser sa mère. Je trouve que c'est tout aussi malsain que l'attitude de l'infirmière il y a quelques mois avec l'une de ses jumelles. Quoi qu'il en soit, Bauer, lui, ne trouve plus sa place parmi les deux femmes, et ça pourrait fragiliser un peu plus les rapports déjà très frais entre Léa et Lucie. Il y a bien un nouveau rapprochement entre elles quand elle décrète une journée déguisement, mais il en faudra beaucoup plus pour que la sœur d'Émilie soit enfin acceptée par la fillette. Les derniers jours sont aussi animés par une nouvelle intrigue autour de la première fois des adolescents. Alors je ne sais pas, peut-être que quelques souvenirs m'échappent, mais quitte à nous ressortir cet angle tel un marronnier de rentrée, pourquoi ne pas être un peu plus original? Dans le feuilleton, on a l'impression que tout le monde fait l'amour pour la première fois autour de 18 ans, mais ce n'est qu'une moyenne ou une médiane, peut-être serait-il intéressant de traiter cette question à travers des âges bien différents, soit en plus jeune avec une forme plus pudique qui s'impose bien naturellement, ou alors avec des personnages plus vieux. Là bon, on a déjà fait un peu le tour de la question. Si la première fois de Bilal a été édulcorée, on se concentre désormais sur Noé et Lola, en attendant peut-être Iris, Kylian, Jules, Nisma, voire Betty. Le couple défenseur de la cause écologiste n'est pas nouveau, n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau de cette première fois. La sœur de Kylian entend prendre son temps, elle tient à soigner sa réputation. Noé, c'est un petit peu pareil, sauf qu'il ne vit pas la même chose du fait qu'il soit un garçon. Bon, clairement, on stagne depuis plusieurs épisodes, mais une proposition de Lola va offrir un attrait à cette intrigue. L'adolescente, par crainte de perdre son petit ami, lui propose de se dégorger le poireau, et non pas la courgette, en couchant avec une autre fille. Bon, elle ne veut pas coucher par principe, mais elle se couche sur ses principes en acceptant d'être cocufiée. Donc là, la réputation est tout autant fragilisée, et c'est là le paradoxe de l'ado. Si vous êtes ado ou parent d'ado, peut-être que vous comprenez mieux les réactions complexes de Lola et Noé dans ce rapport qu'ils entretiennent ces derniers temps. Si Noé accepte la proposition, qui pourrait-il choisir pour sa première fois? Personnellement, en ciblant Betty, sachant l'attirance de son ami Kylian pour la jeune femme pansexuelle, on pourrait avoir un véritable intérêt à suivre cette quête physique et psychique. Malheureusement, son choix va se porter sur une toute autre camarade, on le verra prochainement. J'aime bien teaser cette rubrique plus tôt dans la vidéo. Je vais donc classer l'adultère de Baptiste et Barbara dans le Mistral perdant. Pourquoi? Parce qu'on n'a strictement rien vu. Dans ma mémoire, c'est la première fois que le père de Mathis trompe Emma. Évidemment, ce n'est pas réciproque. Il avait bien eu une aventure torride avec Céline, mais à ce moment-là, Baptiste et Emma étaient en pause dans leur relation. Donc c'est un petit événement compte tenu de la durée de leur relation et qui est bien élevé pour une fiction. Et pour vraiment y croire, il faut un moment, une scène qui marque les esprits. Là, on a eu le droit à un baiser sur le capot d'une voiture et le lendemain, une discussion de façade qui nous apprend qu'ils ont couché ensemble.
On ne les a même pas vus se rhabiller, un petit zip de braguette, une petite bretelle de soutien-gorge, non, rien. Prenons Samia et Jawad, Emma et César, Rudy et Ninon, Mélanie et Alexandre, surpris par Malik, et même la conception de Mathis avec une Pauline Bression qui n'avait pas hésité à dénuder sa poitrine pour Brian Trésor. Comment voulez-vous qu'on croie à Baptiste et Barbara qui n'avaient aucun atome crochu il y a 2 semaines si aucune image n'est impactante à l'écran? Il faut que les acteurs se donnent, que les scénaristes immortalisent cette séquence censée marquer un tournant important car elle va avoir des répercussions sur le long terme pour beaucoup de personnages. Là, on nous montre ça comme on l'aurait fait pour le 5e pass journalier d'Emma quand elle se prostituait. Lamentable. Pour le gros point positif, je tiens à saluer le traitement de Sacha Malkavian. J'ai pu pester dans la dernière vidéo concernant l'absence répétée de Victoire. Je n'ai pas changé d'avis à ce sujet, mais je trouve que le duo Sacha-Luna s'en tire à bon compte. Loin de moi l'envie de les voir remettre le couvert, mais leur complicité transpire à l'écran. On sent qu'Anne-D6 et Avi Marchion ont une vraie connexion dans le jeu jusqu'au regard de la comédienne, même si on ne peut plus vraiment l'évaluer pour son partenaire de jeu. Le processus de Sacha est un peu calqué sur celui de Luna tout en empruntant des chemins différents. Le journaliste a été imbuvable comme son ex avant lui, mais on n'insiste plus et on semble déjà partir dans une autre direction. Il me tarde aussi de voir se développer la relation avec José, le guide non-voyant. Il me semble doté d'une bonne dose d'humour et d'autodérision et pour le coup ça correspond totalement aux non-voyants que j'ai pu fréquenter. Je ne ferai pas de mes cas personnels une généralité, même si José semble pouvoir apporter cette bonne humeur. Je trouve que ça manque depuis un certain Mousse qui avait lui aussi rayonné du temps où il accompagnait Luna au centre de rééducation. Je conclus cette vidéo un poil plus longue que les précédentes. Avant de vous laisser voguer à d'autres occupations, je vous signale que je sortirai ce mardi la 2e édition de la Table du Mistral en revenant sur 7 lieux professionnels qui ont marqué à leur façon le feuilleton et qui n'existent plus. Et puis vendredi prochain, vous en avez l'habitude maintenant, ce nouveau débrief des épisodes que vous retrouverez la semaine prochaine sur France 3. Et ce tout, c'est sur un podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye.